Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 15e épisode de notre podcast Retour d'XP. Je m'appelle Arthur et je serai l'hôte et animateur de ce 15e épisode. Et avant de commencer, laissez-moi vous rappeler en quelques mots le fonctionnement de notre podcast. À chaque épisode, l'invité du jour tire au hasard l'un des 2 ou 3 sujets qu'il a lui-même proposés en amont de l'émission. Le but étant ensuite d'avoir un échange sur le sujet en question en l'abordant sous toutes ses facettes. Et pour ce 15e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Brahim. Bonjour Brahim, comment vas-tu ? Bonjour Arthur, je vais très bien, merci. Et toi? Bah super, en tout cas je suis ravi de pouvoir t'accueillir pour ce 15e épisode, ça fait Moi plaisir. aussi, pareillement, je suis très ravi de pouvoir participer à ton podcast. Et bah c'est cool, écoute, on va passer une bonne émission ensemble. Voilà, comment ça se passe en ce moment, c'est quoi un peu tes petites actualités? Qu'est-ce que tu fais de beau? En ce moment, euh, pas, pas grand-chose, un petit peu la routine. Ouais, Euh, assez tranquille quoi. ouais, c'est tranquille un petit peu. Je fais mes rendez-vous, mes activités et je me divertis. Si peut-être que normalement, au mois de mai, je vais partir au bled. Mais à part ça, pas grand-chose sous le soleil. Ok, moi une période un peu tranquille, c'est pas plus mal des fois. C'est vrai qu'en ce moment je me rends compte que j'ai pas mal de trucs à faire moi de mon côté, donc c'est vrai que je serais pas contre avoir une petite période un peu plus tranquille pour moi, donc après voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des périodes un peu plus chargées, des périodes un peu plus tranquilles. Ouais, c'est des cycles, c'est vrai. Tout à fait, exactement. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, je sais pas, ce que tu fais, ce que tu aimes faire, quelques petites infos importantes que tu voudrais partager sur toi? Bien sûr. Je m'appelle Brahim Segem, je suis un jeune homme de 28 ans. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Euh, euh, je sais pas si- Tu peux t'arrêter là si tu veux, hein, t'es pas... tu dis ce que tu veux, si tu veux juste te dire ça, c'est possible. Attends, Non, ouais, t'inquiète. Pas de souci, on va pas s'arrêter là pour la présentation, on pourra passer tranquillement à la suite. Voilà, tout simplement, qui est le tirage au sort du sujet du jour. Mesdames et messieurs, le fameux avec la petite pochette en face de toi. Donc je t'invite à l'ouvrir tranquillement et à en ressortir avec un papier, un des papiers que tu as choisi. Alors, il faut éviter de faire. C'est pas grave. Je sais que c'est un peu casse-pied. J'avoue que bon, c'est devenu un peu une habitude de fonctionner avec, donc je l'ai gardé, mais ouais, c'est mieux. Voilà, si tu vas le chercher directement au fond, normalement ils sont restés un petit peu au fond. Donc voilà, je t'invite à en prendre un et à nous dévoiler la thématique du jour tranquillement. Et du coup, ça sera identité culturelle. Identité culturelle. Et ben ma foi, un bien beau thème en tout cas pour cette émission. Est-ce que, comme d'habitude, tu peux, le temps que je retrouve ma petite trame concernant ce sujet, est-ce que tu peux me dire en quelques mots pourquoi tu as voulu proposer ce sujet? Bah, pourquoi j'ai voulu te proposer ce sujet? Pour moi, c'est un sujet extrêmement important et vital, même intime. Enfin, je pense que chaque individu, au cours de sa vie, se pose la question qui je suis. Et l'identité, c'est plusieurs facteurs. Et je sais pas, je sais pas, c'est un sujet qui me touche personnellement et que j'ai voulu proposer. Ok, eh ben écoute, moi je vais être honnête, c'est pas forcément un sujet dont je suis vraiment concerné, qui m'intéresse particulièrement. Donc j'ai essayé de construire un peu ma trame en m'informant un peu de ce que j'ai trouvé sur internet et puis des quelques retours que j'ai eu autour de moi. Voilà, on va essayer d'aborder cette thématique de la meilleure des façons. Voilà, sachant que même si je me suis un peu renseigné là-dessus, je suis pas forcément le plus à l'aise dessus, donc hésite pas à me dire si jamais il y a des formulations ou des façons dont je dis les choses qui peuvent, je sais pas moi, te- t'embêter ou quoi, hésite pas voilà, à me corriger, à dire un peu ta position sur chacun des trucs.
L'idée, c'est pas non plus de dire n'importe quoi, mais voilà, je préfère voilà, prévenir là-dessus avant qu'on se lance là-dedans. Très bien, N'hésite pas à me corriger si besoin, quoi. ça marche, c'est nickel. Ok, et bah écoute, on va pouvoir se lancer là-dedans, un peu comme je fais à chaque émission. Mais la première question, c'était pour savoir un peu comment toi a commencé ton rapport à l'identité culturelle, dans le sens à partir de quelle période de ta vie tu as un peu pris conscience de ce sujet-là, à quel moment ça a pris de l'importance pour toi de t'intéresser à ce sujet-là. Bah, étonnamment, dès l'enfance. Bah, parce que, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis né en Algérie. Et du coup, enfin, j'ai immigré en France quand j'avais 6 ans. Et du coup, enfin, première femme de ma vie que je prends l'avion, c'est pour immigrer. Et pour te dire, je me souviens même de la date encore et du vol. Ok, Et du coup, enfin, dès l'enfance, tu passes d'un pays à un autre, quoi. ouais, ouais, du coup c'est quelque chose qui t'a marqué. Est-ce que tu veux un peu nous raconter un peu comment ça s'est passé, le contexte un peu qui ont mené à ça? Le contexte, euh, pourquoi j'ai, le contexte, c'est pourquoi mes parents ont immigré, c'est ça? C'est, Bah, si tu te sens à l'aise à le raconter, si tu préfères pas, on n'est pas obligé d'aborder le sujet, c'est comme tu le sens. c'est pas trop dans les détails, mais un petit peu, mais juste en gros, mes parents ont eu quelques problèmes avec la justice en Algérie. Ça fait que on, on a dû quitter enfin, le pays. Et du coup, j'ai immigré avec ma mère et mon grand frère. Et après, mon père est venu et mes deux sœurs l'une après l'autre. Ok, donc finalement toute la famille a fini par se reconstituer en France petit à petit et depuis vous avez pas, enfin vous avez pas bougé. Comme tu disais tout à l'heure, tu l'évoquais rapidement tout à l'heure. J'imagine que tu reviens de temps en temps en Algérie, mais votre vie est établie en France maintenant, quoi. C'est ça. Ok, eh ben, écoute, ça marche. Merci pour ces petites explications. Euh, donc effectivement, comme tu disais, c'est quelque chose qui est arrivé assez tôt dans ta vie, mine de rien, via cet événement-là. Euh, Justement, ouais, la suite que j'avais, c'est pour un peu continuer sur cette question, c'est un peu ton rapport, ton historique entre la France et l'Algérie, en termes de, voilà, de voyage, en termes de famille, de vie quotidienne. Comment tu jauges un peu la part que prend l'Algérie et la France dans ton quotidien? Genre à quelle fréquence tu reviens en Algérie, ce genre de choses. Et comment tu fais pour maintenir ce lien entre ces deux pays, quoi? Ah, bah, c'est particulier. Enfin, comment dire. Euh, Bah, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce qui me partage à l'Algérie, c'est mes parents et ma famille. Parce que enfin, j'ai un peu de famille en France, mais la plupart de ma famille est au bled. Et, euh, et comment dire, je, je pense que comme beaucoup de personnes qui ont des origines, je me sens ni français à 100%, ni français à 100%, et ni algérien à 100%. Moi, personnellement, j'aime bien me définir en tant que méditerranéen. Ok, ah, c'est intéressant de voir les choses de cette façon-là. Mais de toute façon, on aura l'occasion de creuser un peu plus cet aspect-là au fur et à mesure de l'émission. Je voulais juste revenir parce que c'est un terme qui parle à pas mal de monde, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément très familières. Quand tu utilises le terme le bled, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce terme? Ah, le bled, pour moi, c'est de là où on vient. Ça peut être notre pays d'origine ou même, je sais pas, quelqu'un qui habite en Bretagne ou enfin, dans le Finistère, bah, quand il rentre chez lui, il y a entre bled, quoi. Enfin, moi, j'aime bien dire, on est tous le bled de quelqu'un et on a tous un petit bled d'où on vient. Ok, eh ben, merci pour cette explication, effectivement, mais c'est vrai on a un peu dans la culture générale le fait de dire que le bled, c'est souvent un, un- un terme qui est employé par les personnes immigrées d'un autre pays, euh, majoritairement du Maghreb, mais pas que. Mais c'est vrai que
comme tu l'expliques, ça peut s'appliquer à n'importe quelle situation, on va dire, à partir du moment où tu définis le bled comme voilà, ton lieu d'origine, entre guillemets, de là où tu viens. Donc, effectivement, je trouve ça c'est important de définir cette chose de cette manière-là et pas forcément de la manière caricaturale qu'on a l'habitude d'évoquer dans d'autres médias ou voilà, d'autres cercles de discussion, on va dire. Pour poursuivre, justement, je voulais parler sur l'aspect de déracinement voilà, d'immigration. Alors, tu disais c'est quelque chose qui arrivait assez tôt pour toi quand tu étais encore enfant, mais à quel point ça a eu, on va dire, un impact sur ta vie, sur ton ressenti d'être arraché, entre guillemets, à ta terre de naissance pour arriver en France? Est-ce qu'il y a eu des complications vis-à-vis de ça, ou est-ce qu'au contraire, tu as réussi à finalement passer outre, on va dire, et à grandir, on va dire, je vais dire normalement, mais à grandir sans avoir trop cette pensée en tête au fil du temps. Ah, franchement, c'était compliqué, quoi. Enfin, moi, je suis arrivé ici, j'avais 6 ans, et pour savoir quand t'es enfant, la langue, enfin, tu l'apprends vite. En plus, enfin, au Maghreb, on parle français, du coup, la langue, c'est pas ce qui a été plus compliqué, c'est, je sais pas, enfin, parce que moi, enfin, moi, je suis venu avec ma mère et mon frère. Du coup, enfin, ce qui était le plus compliqué, c'était vraiment un petit peu, enfin, d'être autarcie, quoi. Et à l'école, c'était pas facile, quoi, avec mes autres camarades, quoi. Enfin, et bah, franchement, je sais pas, je sais pas quoi dire. Enfin, non, enfin, je sais pas, j'ai un rapport pas particulier euh, à mes origines. Ok, je me demandais juste, par exemple, imaginons un scénario fictif, est-ce que tu aurais peut-être préféré genre grandir en Algérie, genre passer ton enfance, ton adolescence jusqu'à l'âge adulte en Algérie pour ensuite peut-être, pourquoi pas, par les forces des choses, aller dans d'autres pays, découvrir d'autres pays, avoir une certaine stabilité, on va dire, dans ton enfance et tout, ou est-ce que finalement le fait d'avoir vécu les choses dans cette façon, tu te dis c'était pas si mal, c'était peut-être mieux que ça se passe comme ça. Comment tu vois les choses un peu par rapport à ça? Enfin, moi, je pense que c'est que enfin, dans un sens, ça a été compliqué, mais dans un autre sens, ça a été une chance de pouvoir immigrer, quoi. Enfin, moi, je trouve que le multiculturalisme, c'est une chance, et je sais pas, enfin, je sais pas, rencontrer des personnes d'origine, je sais pas, asiatique, africaine, américaine, moi, je trouve que rencontrer au fil des années, au fil des années, des personnes avec différentes origines, je trouve que c'est une richesse, et je pense que c'est plus positif que négatif, mais que le déracinement, c'est c'est quand même quelque chose de particulier. Oui. C'est effectivement, c'est les avantages et les inconvénients, effectivement. Je pense que, comme tu disais, ça a dû t'apporter certaines choses, mais peut-être que ça a été aussi compliqué sur d'autres aspects, comme tu l'as évoqué, le fait d'être déraciné aussitôt dans ta vie, quoi. Moi, je pense que ce qui est particulier, c'est il y a une histoire tumultueuse et singulière entre la France et l'Algérie, et je pense que ça aurait été différent. Par exemple, si j'aurais immigré en Angleterre, en Allemagne ou au Canada, je pense que ça aurait été différent. Pas forcément mieux, mais différent, je pense. Oui, mais c'est vrai que je l'ai pas forcément souligné dans ma trame, mais effectivement, il y a cette histoire si particulière entre les deux pays qui, voilà, n'est pas forcément le cas pour d'autres relations. Ouais, justement, est-ce que toi, pour poursuivre là-dessus, quel impact ça a eu justement le fait que tu sois quelqu'un qui vienne d'Algérie pour aller en France? Est-ce que l'histoire commune entre les deux pays a pu avoir, à certains moments dans les échanges et les relations que tu as pu avoir, ça a eu un impact, cette relation-là, quoi? Tu peux reformuler ta question, je suis désolé, j'ai un petit peu.
Non, t'inquiète. Effectivement, j'ai tendance à un peu à rallonger mes questions. Je disais, est-ce que le fait qu'avec l'histoire commune particulière qu'entretiennent la France et l'Algérie, est-ce que ça a pu jouer un impact à travers les relations, les échanges que tu as pu avoir avec d'autres personnes, contrairement à ce que ça aurait pu être si tu avais été, comme tu disais, en Angleterre ou dans d'autres pays qui n'ont pas cette histoire-là commune, quoi. Ouais, je pense que, ouais, je pense que oui. Enfin, moi j'ai remarqué, enfin, enfin, depuis que, enfin, je suis encore jeune, mais depuis que je suis enfant, enfin, je sais pas que, enfin, enfin, je pense que c'est dû à l'histoire que, avec plein de gens, j'ai évoqué l'Algérie. Euh, et des fois, enfin, sur différentes thématiques, enfin, parce qu'en France, enfin, en France, il y a beaucoup de personnes, enfin, pieds noirs qui ont leurs grands-parents, qui ont grandi en Algérie, enfin, ouais, qui ont des amis qui viennent de là-bas, enfin, ouais, ouais, c'est un sujet que j'ai beaucoup évoqué avec les gens, beaucoup via le prisme de la politique et des relations sociales. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a pas, sur pas mal d'aspects, je pense que ouais, c'est quelque chose qui est quand même plus familier à la fois pour les Français et pour les Algériens, de par le fait qu'il y a eu pas mal de migrations dans les deux sens on va dire, sur le dernier siècle, mais pas que, ce qu'on retrouve moins voilà, sur la relation entre d'autres pays. En tout cas, voilà, c'était intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Pour continuer, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, je voulais parler un peu de l'assimilation. Justement, à partir du moment où tu es arrivé en France, à quel point l'assimilation enfin, a été dure. J'allais dire, a été dure. Bah, plutôt, comment ça s'est passé pour toi? Comment toi, tu as ressenti les choses au fur et à mesure? Est-ce que tu t'es senti de plus en plus à l'aise à vivre en France ou pas? Est-ce qu'il y a au contraire il y a eu des complications qui fait que les choses ne sont pas passées comme prévu ou comme tu l'imaginais? C'est quoi un peu ton, ton retour là-dessus? Déjà, moi, je pense que, enfin, la chance que j'ai eue, c'est que je suis venu vraiment, enfin, j'avais 6 ans. Je pense que plus on immigre tard, et plus ça fait un choc. Et euh, non, je, non, franchement, c'est vraiment, je vois ça, c'est ouais, de mes 6 ans à mes 9 10 ans, ça a été compliqué. Et je pense qu'à partir de 10 ans, ça, ça allait mieux. Et du coup, j'ai, j'ai plus enfin, assimilé ça dans mon cerveau, le fait que, enfin, que je vis en France. Et c'est ça, quoi. Mais Est-ce que par exemple, un peu concrètement, est-ce qu'il y a eu des... Alors tu disais tout à l'heure effectivement qu'en tant qu'enfant, on a tendance à apprendre, à assimiler plus facilement certaines choses. Est-ce que justement le fait que tu sois enfant à cette période-là, ça t'a aidé dans l'assimilation de- de- du fonctionnement qu'il y avait en France par rapport à celui que tu connaissais en Algérie? Est-ce que pour d'autres choses, au contraire, ça a pris plus de temps, peut-être plusieurs années avant que tu t'y fasses complètement? À quel point, je sais pas si tu as des exemples à donner, il y a des trucs qui ont été plus ou moins faciles à assimiler, à aborder à partir de ton arrivée en France? euh, la, la langue, ça a été. Ça a été rapide. Mais je dirais vraiment. Enfin, c'est. Le fait de se sentir étranger, je pense, c'est ça qui a été le plus compliqué. Enfin, tu n'appartiens ni, enfin, tu n'appartiens ni à l'Algérie ni à la France. Et ça, c'est, enfin, c'est plus au début de l'adolescence et du milieu de l'adolescence que ça a commencé à me tracasser. Ok, donc ouais, si je résume bien, en fait, pendant que tu étais enfant, tu t'en rendais pas forcément compte, tu faisais un peu avec les choses, en fait, tu t'assimilais naturellement, et effectivement, c'est plus un peu plus tard, quand tu as grandi, que t'as un peu plus pris conscience de certaines choses vis-à-vis de ton sentiment d'appartenance. C'est ça. Eh bah écoute, c'est parfait parce qu'en plus ça fait la transition justement sur la thématique que je voulais aborder, bah, celle du sentiment d'appartenance. Comment toi tu te définis par rapport à ça? Voilà, tu évoquais le terme méditerranéen tout à l'heure. Un peu, c'est quoi un peu ton cheminement qui t'a mené à utiliser ce terme? Est-ce que voilà, tu saurais un peu nous expliquer bah, ton sentiment d'appartenance, comment tu le partages entre la France, l'Algérie ou même d'autres choses?
comment tu définis tout cet aspect-là? C'est ça, mais enfin, ouais, c'est ça, pour moi, pour moi, déjà, enfin, j'ai fait un petit peu de politique, mais pour moi, le terme arabe, d'un point de vue général, est un petit peu galvaudé, quoi. Enfin, parce que l'arabe, enfin, c'est d'abord une langue avant d'être des pays ou des ethnies, quoi. Et par exemple, je sais pas, l'Égypte, l'Égypte ou les pays du Moyen-Orient sont plus des pays arabes que, que les pays du Maghreb. Et le Soudan est plus un pays arabe que les pays du Maghreb. Et même le Maghreb, enfin, c'est plus large et complexe qu'on le pense. Et je sais pas, il y a plusieurs termes, mais moi, j'aime pas le terme arabe. Je trouve que c'est un petit peu péjoratif et trop réducteur. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Euh, je sais pas, à un moment, je disais nord-africain, mais Maghreb, il y en a qui disent maghrébin, mais moi, je sais pas, le terme méditerranéen, je sais pas, ça me parle, je trouve que c'est c'est le terme qui me résume le mieux auquel je m'identifie le plus. Ouais, et puis je pense aussi que ça fait un peu référence à bah, l'histoire aussi du bassin méditerranéen, le fait que, bah, je sais pas, par exemple, je prends l'exemple de l'Antiquité, à l'époque de l'Empire romain, bah, l'Empire romain faisait tout le tour du bassin méditerranéen, c'était une période où il y avait beaucoup d'échanges à travers la mer Méditerranée, des échanges de, voilà, de personnes, de commerce, etc. Et peut-être un peu, enfin, tu me dis si je me trompe, mais c'est un peu ce sentiment d'unité qu'il y avait à l'époque qu'on souhaiterait un peu plus voir appliqué aujourd'hui sur le fait que bah voilà, on évolue tous autour de la même mer et on a ce point commun qui nous relie les uns les autres et que la mer soit pas une frontière entre voilà, l'Afrique du Nord et l'Europe, mais qu'au contraire ce soit un pont entre les deux parties. Je sais pas Ouais, si c'est un peu ce si, sentiment que... si, carrément. Et puis, l'histoire, elle a changé, elle a évolué, quoi. Mais la même année, elle reste là, quoi. Et, je sais pas, et bien sûr, les pays, ça existe, mais même au sein d'un pays, de là d'où tu viens, c'est différent, quoi. Moi, je pense que dans chaque pays, chaque territoire a son histoire. Et, moi, je trouve que méditerranéen, c'est ce qui correspond le plus à Brahim. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, ouais, effectivement, de voir les choses comme ça. C'est vrai que ce que tu viens de dire, ça me fait penser, effectivement, comme tu disais, sur l'histoire, le fait que, bah, il y a quelques siècles, on considérait, par exemple, bah, rien que sur le territoire français, on considérait, je sais pas moi, les Bretons, les Basques, ou autres, voilà, autres peuples qui ont vécu sur le territoire français comme voilà, comme des étrangers, comme des immigrés qui venaient un peu, euh, voilà, essayer d'envahir entre guillemets le territoire français. Et après, c'est vrai que il y a eu cette réflexion ça a évolué. Ces personnes ont été assimilées, aujourd'hui se font plus ou moins considérées comme françaises. Puis après, ça a été le cas des étrangers, et puis de plus en plus loin entre guillemets. C'est vrai qu'il y a eu un peu bon, c'est un grand sujet, mais toute cette évolution d'un peu la perception qu'on peut avoir sur les différents peuples, les différentes. Mais l'assimilation, désolé, j'ai fait encore de la politique, mais c'est un terme un petit peu qui me répugne, quoi. Euh, peut-être que tu dis un truc un petit peu choquant, mais pour moi, s'assimiler, c'est un petit peu s'autocoloniser, quoi. Il faut s'intégrer, oui, mais s'assimiler, pour moi, c'est autre chose, quoi. C'est effacer ton identité, quoi. Ouais. Et bah justement, attends, je sais plus si je l'avais. Euh, mhm, mhm. Non, bon, justement, pour un peu creuser sur ce sujet, comment toi ouais, tu vois les choses par rapport à ça, par rapport à l'assimilation, est-ce que tu estimes
alors visiblement non, mais que c'est bien de quand tu arrives dans un pays de t'assimiler complètement aux coutumes, au fonctionnement, etc. Ou est-ce que bah, faut aussi garder quand même une part de ce qui te définit toi et que tu ne changes pas qui tu es pour le pays dans lequel tu habites? Si, bien sûr. Enfin, je pense, je pense que c'est important de s'intégrer, bien sûr. Mais pour moi, enfin, l'intégration et l'assimilation, c'est pas les mêmes concepts, quoi. Mais par contre, il faut s'intégrer, ça c'est vrai. Ça, c'est, euh, enfin, les valeurs du pays, enfin, connaître l'histoire du pays, la langue. euh, Enfin, pour moi, la différence se situe là, quoi. Ouais, c'est un peu trouver le bon équilibre entre s'intégrer, euh, entre voilà, je réutilise le terme assimilation, mais assimiler certaines choses, mais que ça dénature pas qui tu es non plus et d'où tu viens, quoi. Bien sûr. Bah, après, ça et aussi, enfin, pour moi enfin, l'intégration, c'est aussi épouser la culture du pays, quoi. Je pense que c'est, c'est ça le plus important. Ouais. Bah écoute, c'est parfait parce que ça fait la transition sur la prochaine partie que je voulais aborder. J'ai fait une petite liste de thématiques un peu reliées à l'identité culturelle et j'aimerais que pour un peu chacune de ces thématiques, tu me donnes un peu ton rapport que tu entretiens avec chacune d'entre elles, un peu ce que ça t'apporte, ce que ça t'évoque, etc. Entre voilà, ce que tu as vécu en Algérie, ce que tu as vécu en France, etc. Par exemple, la première, alors bon, ça peut paraître un peu large, mais la culture, c'est quoi un peu ton rapport à la culture française, culture algérienne, comment tu t'y retrouves là-dedans, toi? Euh, euh, Bah, la culture, enfin, ouais, bah, ma- moi, j'ai plus grandi avec la culture française que la culture algérienne. Euh, je sais pas, enfin, pareil, enfin, aussi, enfin, je sais pas, à l'école, enfin, je sais pas, j'ai appris les auteurs français, enfin, je sais pas quoi, niveau culture, enfin, je me sens plus proche de la culture française que de la culture algérienne, mais, mais sur certains aspects, euh, euh, il y a aussi mes origines, mais c'est ça, mais niveau culture, je dirais plus, enfin, Oui, la France quand même. ok. Oui, le fait que tu aies plus de vécu avec la France, ça fait que finalement, directement, c'est comme ça que c'est forger un peu ton rapport à la culture, plus à travers le temps qui est passé, plus le temps passé en France que celui en Algérie. La seconde thématique que je voulais aborder, c'est celle des coutumes, des traditions. Pareil, comment tu trouves un peu ton équilibre par rapport à ça? Est-ce que tu restes attaché à des coutumes, des traditions algériennes que tu as gardées dans ton quotidien en France? Enfin, et inversement, est-ce que tu as je sais pas, des coutumes ou traditions françaises à laquelle tu te sens à l'aise et même que tu es prêt à partager, que ce soit quand tu reviens en Algérie ou même dans d'autres pays et tout? C'est quoi ton rapport à ça? Bonne question. Euh, la coutume, bah, je sais pas, par rapport à l'Algérie, enfin, je sais pas, c'est le côté, enfin, déjà peut-être c'est drôle, mais le thé, enfin, au Maghreb, le thé à la menthe, c'est très culturel. Et, je sais pas, l'esprit de famille, de communauté. Euh, euh, je sais pas que euh, ce côté-là et je dirais que, enfin, que le côté français, peut-être le côté politisé, un peu râleur, euh, je sais pas, ouais, franchement, sans faire donc de bois, je dirais que c'est un petit peu un mix des deux.
Ouais, il y a un peu de tout effectivement. OK, justement pour poursuivre là-dessus, il y avait, alors j'ai intitulé, la thématique, style de vie, plutôt dans le sens, au quotidien, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des habitudes, que ce soit dans ta consommation de tu évoquais le thé, de ta consommation de nourriture, ou de boissons, ou des routines, des habitudes quotidiennes que tu peux avoir qui, bah, voilà, qui sont reprises de ce que tu fais en France, mais aussi celles d'Algérie. Est-ce qu'il y a un peu un mix des 2? Est-ce qu'au contraire tu trouves que tu as un comportement très, «français» entre guillemets au quotidien? Comment tu juges ça, toi? Ouais, non, moi, je pense que j'ai un comportement, ouais, très français. Au quotidien, euh, je sais pas, ouais, je sais pas, ouais, niveau nourriture, je dirais que, enfin, c'est plus l'Algérie, mais au quotidien, ouais, c'est plus la France. Après, enfin, je sais pas, des exemples précis, il y a rien qui me vient à l'esprit, en particulier. euh. Ouais. Puis j'imagine aussi un peu ce côté, habitude, hein, en fait, et tu as tellement l'habitude de fonctionner, probablement d'une manière assez, enfin d'une manière de la même manière depuis un certain temps, et du coup tu te rends même plus forcément compte de ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu juges que c'est plus, heu, je caricature, mais plus français, ou c'est plus algérien, ta façon de faire? Finalement ça, voilà, tu as adopté un comportement et Après, moi, dans mon cas, je suis pas du tout une personne communautaire, quoi. Du coup, c'est particulier, quoi. mmh. OK, bah, écoute, ça tombe bien que tu parles de communautaire, parce que ça va être le sujet juste après. Juste pour, finir sur, ce truc des thématiques, alors j'avais mis quelque chose, mais je vais pas le dire parce que c'était pas hyper clair dans ma tête. Je vais éviter de formuler un truc qui ressemble à rien. Du coup, la dernière thématique que je voulais aborder, et pareil, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est celle de la langue. Pareil, à quel point tu te sens à l'aise avec, les différentes langues? Est-ce qu'il y a d'autres langues que tu as pu, apprendre, de par tes expériences? Que tu jauges ton niveau un peu et ton rapport aux langues que tu sais parler? Ouais, c'est une question, ouais. Et, bah, franchement, c'est une bonne question. Euh, enfin, pour moi, ma langue maternelle, c'est l'arabe. Mais, mais la langue que je pratique, que je connais le plus, c'est le français. Et, et, c'est ça. C'est que, du coup, pour moi, ma langue, c'est le français. Mais mon rapport avec je parle un petit peu l'arabe, mais comment dire, un arabe particulier, parce qu'en fait, l'arabe du Maghreb, ça s'appelle le Darija. Du coup, même moi, pour moi, je parle plus le Darija que l'arabe classique. OK. Et du coup, c'est quoi un peu les différences que tu appelles, bah, le Darija et l'arabe classique? Est-ce qu'il y a vraiment des différences fondamentales entre les 2 langues, ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des racines communes et c'est plus sur, des aspects un peu «mineurs» entre guillemets que ça se différencie? Euh, euh, ouais, comment dire, il y a des mots, il y a des mots, il y a des mots communs, mais, euh, mais il y a une vraie différence, quoi, parce que l'arabe est divisé en plusieurs familles, et du coup, le darija, en gros, on pourrait dire que le darija, c'est un petit peu l'arabe créole. Du coup, c'est un petit Mmh. peu l'arabe qui a subi le plus d'influence. Et, euh, et parce que, par exemple, il y a l'arabe classique, et, mais, comment dire, par exemple, moi, si je parle avec un Égyptien, un Syrien ou un Libanais, bah, peut-être que je vais comprendre que un mot sur six, quoi. OK. Parce que un peu je l'ai demandé, est-ce que entre les différents, types de langues arabes, est-ce que tu arrives à te comprendre, à vous arriver à vous comprendre les uns les autres, que ce soit oralement ou de manière écrite? Ou pas, sachant que, je sais pas, je donne un exemple, et par exemple, les Espagnols et les Portugais, bah, leurs langues sont assez similaires, et souvent, on a tendance à dire que chacun se comprend l'un l'autre parce qu'il y a, suffisamment de similarités entre les deux langues pour que ce soit le cas. Est-ce que c'est le cas entre les différentes langues arabes, ou pas forcément? Pas forcément, parce que
Enfin, parce que, non, c'est pas forcément, en Maghreb, c'est le Darija, mais il y a des gens qui maîtrisent l'arabe classique, du coup, qui eux peuvent, peuvent euh, parler avec des Égyptiens, ou, je sais pas comment expliquer, c'est. Ouais, je suis vraiment désolé, Non, moi, t'inquiète, c'est c'est comme tu le sens, mais ok, on comprend qu'effectivement, que ça dépende des situations et des cas, que c'est pas toujours. bah, c'est comme si, par exemple, je sais pas, en France, il y avait le français classique, et dans plusieurs régions de France, il y avait un mélange régional, qui fluctue un petit peu la langue. Enfin, je suis pas assez bon en linguistique, mais Oui. je sais pas comment expliquer. Non, mais je vois un peu ce que tu veux nous faire comprendre, effectivement. Oui, c'est il y a une, comme on disait, une racine commune, mais le temps et les choses ont fait que ont pris un peu des chemins différents et qu'il peut y avoir des points communs, mais aussi pas mal de différences et que, en fonction un peu de ces différentes choses, tu peux arriver plus ou moins à comprendre une autre langue qui a une racine similaire à la Oui, tienne, ça. quoi. Mais par contre, je ne demande pas que. Enfin, j'ai pas eu la chance, mais c'est ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé. C'est peut-être un jour, mais apprendre l'arabe, quoi. Enfin, je trouve que c'est une belle langue et je sais pas, j'aimerais bien un jour apprendre l'arabe. Ok, eh ben Enfin, écoute. l'arabe classique, quoi. Enfin, Oui, ouais, mais on te le souhaite. Juste pour finir là-dessus, sur cette thématique, c'est quoi un peu la proportion que prend chaque langue dans ton quotidien? Est-ce que par exemple tu vas parler l'arabe, je dis des bêtises, en famille et au contraire avec le reste des gens de ton entourage, tu vas plus parler français? Est-ce qu'au contraire c'est pas du tout comme ça et que, je sais pas, tu parles français tout le temps ou tu parles, comment ça, c'est un peu la répartition entre les deux? euh, avec mes amis et les gens que je côtoie, je sais pas, dans les associations ou ailleurs, je parle français. Mais avec mes parents, je parle le Darija et l'arabe dialectal. Et il y a un truc amusant, c'est que, enfin, un truc un peu beaucoup présent au Maghreb, c'est que on mélange le Darija avec le français. Et des fois, il y a des amis à moi que ça les amuse de m'entendre parler français et arabe en même temps. Oui, c'est ça, il y a un espèce de mélange qui se fait entre les deux. Du coup, ça me pose la question de savoir est-ce que, quand tu as grandi, il y avait cette volonté de tes parents de parler d'Arija au sein du foyer familial et de parler français à côté. Ça a été quoi un peu je vais dire, la stratégie de tes parents vis-à-vis de ça? À quel point ils ont insisté pour que ça fonctionne comme ça à l'intérieur de la famille et à l'extérieur? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Euh, on- euh, Ou ça s'est fait un peu naturellement sans forcément trop y réfléchir, ça se trouve. ça s'est fait naturellement, quoi. Pour moi, le français, c'était dehors, et quand j'entrais à la maison, je parlais le Darija avec mes parents, quoi. Ouais, et du coup, ça t'a aidé, je suppose, à te sentir plus à l'aise avec chacune de ces deux langues, quoi. Mais après, le Darija, comment dire, avec le temps, j'ai progressé, parce que pendant des années, enfin, en fait, à chaque fois que je suis parti à chaque fois que je suis parti au bled, du coup, j'ai plus assimilé l'arabe et le Darija, du coup, c'était mieux, quoi. Mais on va dire que mon niveau il fluctue, mais là, avec le temps, c'est un peu mieux. Ok, oui. Il y a quand même, t'as réussi, au fil du temps, à quand même entretenir un peu ton rapport à cette langue-là et à réussir à continuer à garder et à Après pas même trop l'oublier. mon Darija aussi, je me débrouille, mais il est limité, quoi. Je peux dire la plupart des choses communes ou un peu plus, mais ça va pas plus loin, quoi. Ouais, effectivement. Donc, oui, il y a le fait que tu peux entretenir à la fois cette langue, mais que bah, t'as pas énormément de contextes dans lesquels tu peux pratiquer, et du coup, tu as peut-être tendance à pas forcément retenir un peu tout ce qui fait la langue, quoi. C'est ça. Ok, eh ben, écoute, merci en tout cas pour toute cette partie. Et effectivement, comme j'annonçais un peu plus tôt, on va pouvoir un peu aborder, tu parlais du communautarisme tout à l'heure. J'avais, comment dire, j'ai formulé la question, enfin, j'ai formulé en gros communautarisme contre multiculturalité.
Du coup, je voulais avoir un peu ton rapport là-dessus, sur le fait de rester entre soi, un peu sous le principe de, voilà, de communauté, je sais pas, de diaspora, ce genre de thématique. Au contraire, le fait de multiculturalité, j'ai du mal avec ce mot, le fait au contraire de s'ouvrir aux autres, de découvrir les traditions, la culture des autres, que ce soit français ou même d'autres, voilà, d'autres nationalités. C'est quoi un peu justement ton rapport à ça? Comment tu vois les choses par rapport à cette question? Dans quel contexte un peu tu te sens le plus à l'aise toi au quotidien? Euh, bah, le communautarisme, moi je pense que, que c'est pas quelque chose de mauvais en soi, tant que ça dépasse pas certaines proportions, quoi. Je sais pas si t'es, je sais pas si, pardon, je sais pas si t'es turc et tu restes qu'avec des Turcs et tout. Enfin, je pense que là, c'est pas quelque chose de positif. Mais, mais à petite dose, je pense que le communautarisme, c'est pas mauvais. Mais je pense quand même que c'est toujours plus intéressant le multiculturalisme, d'aller vers les autres, d'avoir des amis de différentes origines. Je pense que ça t'ouvre l'esprit d'autres horizons. Du coup, je pense que faut un mélange des deux. Ouais. C'est ce que, ouais, c'est un peu la réflexion que j'avais, effectivement, d'un peu trouver son équilibre entre rester entre guillemets entre soi parce qu'on a ses repères, on se sent plus à l'aise et tout, mais aussi s'ouvrir aux autres. Ça peut peut-être faire un petit peu peur au début de s'ouvrir un peu à l'inconnu, mais finalement tu te rends compte que en découvrant d'autres choses, d'autres cultures, d'autres communautés, bah, tu peux apprendre d'eux, toi leur apprendre des choses, et vous pouvez un peu échanger des choses, se découvrir les uns les autres, et que ça permette voilà, de révéler des choses chez chacun. Je sais que moi, par exemple, bah, quand j'étais en Roumanie pour mon volontariat, et bah, sur place, bah, j'ai découvert effectivement la culture roumaine et tout, mais j'ai aussi, bah, à travers les relations que j'avais sur place avec d'autres volontaires de différents pays européens, l'Allemagne, la Suède, l'Espagne, etc., bah, ça m'a permis, voilà, je suis resté que quelques mois sur place, mais j'ai pu apprendre, découvrir pas mal de choses, de traditions, de coutumes, de façon d'être, de façon de faire. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Mais après, voilà, ce côté aussi, bah, c'est aussi agréable quand derrière tu rentres en France et tu te sens à l'aise dans un milieu que tu connais. Et encore une fois, comme je disais plus tôt, c'est vraiment cette question d'équilibre, entre trouver le bon équilibre entre les deux, quoi. Mais après, moi, je me considère vraiment pas comme une personne communautaire, je pense. Mais je pense que c'est propre à chacun, je pense. Ouais, et bah écoute, merci en tout cas pour ce retour. Euh, Alors, comment j'ai. Ah oui. J'ai intitulé la prochaine question sur un peu les émotions liées à l'identité culturelle, dans le sens un peu, bah voilà, on sait que l'identité culturelle, c'est quelque chose qui est important à titre individuel, mais aussi dans le sens dans la société. C'est un sujet qui est beaucoup abordé, pas toujours de la bonne manière, généralement. Il peut y avoir beaucoup de clichés, d'idées reçues, de façons de traiter le sujet qui sont plus ou moins brutal, on va dire, et tout. Je pense que voilà, dans l'actualité aujourd'hui, il y a pas mal de choses liées à ce sujet-là qui sont évoquées dans le paysage médiatique français, et pas toujours de la meilleure des manières. Et du coup, je voulais avoir un peu ton retour là-dessus. Quelles émotions ça te procure là-dessus? Qu'est-ce que tu ressens un peu quand tu écoutes les échanges ou les informations qui sont abordées vis-à-vis de ce sujet? Ouah, je sais pas, c'est particulier. Enfin, ouah, je sais pas, enfin, ouais, ouais, c'est particulier, quoi. Toi, tu parlais d'un point de vue politique ou d'un point de vue personnel Un peu des deux. Après, sens-toi libre de raconter les choses de la façon dont tu le souhaites. Si tu as envie d'avoir une position un peu plus tranchée, tu as le droit. Si tu préfères éviter, euh, tu peux aussi. d'un point de vue politique, je trouve je sais pas, on cherche les polémiques et les divisions, quoi. Je sais pas, des fois, on confond des choses, quoi.
on confond religion, identité, enfin, enfin, je sais pas, enfin, je sais pas, des fois, j'entends des choses à la télé ou sur certains commentaires, ça me touche et ça me déplaît, quoi, enfin, Ouais, j'imagine que tu estimes un peu que ce qui est dit correspond pas nécessairement à la réalité et que tu aimerais un peu que les mentalités changent vis-à-vis de ça. ouais, aussi enfin, surtout par rapport à un truc que je pense en particulier, surtout par rapport à la laïcité, quoi, enfin, Hmm. Ouais, je sais pas, c'est vrai que je l'ai pas mis dans ma trame, mais si tu veux un peu plus parler de ce sujet-là, vas-y. non, enfin, je peux, enfin, comment dire, enfin, la laïcité, enfin, je sais pas, je sais pas si on peut parler d'obsession, mais en France, c'est un truc particulier, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense que ça, c'est. Enfin, enfin, je sais pas, qu'il y a des gens laïcs qui vont trop loin, et comme il y a des gens croyants qui vont trop loin, quoi. Il faut un juste milieu, un juste équilibre, quoi. Ouais. Comment, est-ce que toi, je sais pas, concrètement, tu aurais je sais pas, des idées ou des choses une façon de voir les choses que tu aimerais voir être mise en place vis-à-vis de cette question-là? Euh, 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 Vraiment, enfin, c'est un truc compliqué de. Oui, Non, c'est c'est juste. effectivement un peu difficile, ouais. C'est juste que. Enfin, que c'est. Je suis désolé, enfin, j'arrive Non, pas bah à t'inquiète, trouver. c'est comme tu le Mais. sens. Non, je suis désolé, j'arrive pas à trouver l'information. Et. Mais pour revenir d'un point de vue euh, personnel, par rapport à mes origines, enfin, moi, il y a un truc, enfin, qui m'a beaucoup touché, même encore maintenant, ce que j'appelle le racisme ordinaire, que, que, que j'estime avoir vécu, quoi. Enfin, certaines réflexions qu'on m'a faites, certaines blagues douteuses, quoi. Et aussi un truc, c'est ça, enfin, c'est fatigant. Les clichés, quoi. Est-ce que je sais pas, si t'as envie de partager un peu quelques exemples de choses que tu as vécues? Bien sûr. Euh, Par exemple, ça arrivé plusieurs fois où des personnes m'ont dit ouais, bah, Brahim, je trouve que enfin, je leur ai dit que j'étais enfin rebeu, enfin maghrébin, et ils me disaient rien. Et ils m'ont dit ouais, t'es pas assez typé. Mais t'es pas assez typé algérien. Et même certaines fois, ça allait plus loin, t'es pas assez basané, quoi. Enfin, Ok. Mais ça venait de la part de quel type de personne, du coup? plusieurs à l'école, enfin, des adultes que j'ai rencontrés dans le milieu associatif. Enfin, vraiment, enfin, les clichés, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, au Maghreb, il y a des roux, il y a des blancs et bleus, il y a des noirs. Enfin, peut-être qu'il y a certaines similitudes, mais le nombre de fois où on m'a dit t'es pas assez typé ou pas assez basané, enfin, Ouais, c'est. un peu des réflexions au faciès en mode tu ressembles à ça, donc t'es défini comme étant ce genre de choses, quoi. Enfin, ce genre de personne plutôt, pardon. Ouais, c'est ça. Et même des personnes, je sais pas, qui prenaient l'accent rebeu ou l'accent pied noir, et, enfin, des trucs complètement lunaires et débiles, quoi. Mm. Bah oui, oui, j'imagine. Puis, je sais pas, en termes de fréquence, est-ce que c'est quelque chose que tu vivais au quotidien? Est-ce que c'était régulier et tout? À quel point ça t'a affecté finalement au fur et à mesure du temps? Enfin, c'était pas au quotidien, mais c'est la répétition au fil des années, en fait. C'est quand t'entends plusieurs fois la même chose depuis que t'es enfant, enfin, je sais pas, c'est chiant, quoi. Enfin,
Bah oui, j'imagine, c'est vrai que comme je disais, moi, c'est pas forcément un sujet sur lequel je suis confronté de par mon profil, de par mon vécu. Donc, c'est vrai que moi-même, et je pense beaucoup de monde, ne se rendent pas forcément compte de, de ce que voilà, certaines personnes vivent au quotidien vis-à-vis de ces questions-là. Donc, j'imagine, ouais, ça a dû t'affecter, j'imagine. Ouais, bah, je sais pas, même une fois, enfin, une personne vraiment, enfin, ça m'a marqué. Enfin, elle voulait pas en démordre, quoi. Elle m'a dit, ouais, enfin, elle me disait, ouais, tu fais pas tu fais pas maghrébin, tu fais italien, tu fais espagnol, mais tu fais pas le maghrébin, quoi. Enfin, limite, la personne, enfin, elle faisait une fixette, quoi. Enfin, Et derrière, c'était un peu quoi comment tu as compris le message? C'est en mode, t'es pas suffisamment maghrébin pour te revendiquer tel quel, et comment t'as compris toi ce genre de réflexion? mais ouais, c'est par rapport à l'apparence, quoi. Enfin, je sais pas, les gens, je sais pas, regardent, je sais pas, vont dire, je sais pas, lui il fait grec, lui il fait irlandais, enfin, les clichés, quoi. Enfin, les clichés ont la vie dure, quoi. Enfin, peut- peut-être qu'il y a des similitudes entre certaines régions, mais de là en faire une généralité, c'est autre chose. Hmm. Ouais, effectivement. Bah, je sais que moi, je sais pas, je pense pas avoir jamais reçu ce genre de remarques, malgré le fait que j'ai mon grand-père paternel qui est indien d'origine malgache, enfin malgache d'origine indienne plutôt. Effectivement, moi, c'est quelque chose qui se remarque pas forcément voilà, sur mon faciès, quoi. Et j'allais dire, c'est marrant. Bon, c'est pas toujours un sujet très drôle, mais effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé de faire un peu ce jeu-là. Quand je rencontre quelqu'un, je lui dis, bah, tu sais quoi, il y a un de mes grands-parents, il est d'origine étrangère, enfin, il est étranger. Est-ce que tu saurais deviner de quelle nationalité? Et en fait, presque personne ne trouve du premier coup, parce que ça se voit pas, en fait, entre guillemets, sur ma gueule, que je suis d'origine en partie indienne. Et du coup, les gens, ils ont tendance à voilà, proposer des choses. Je sais que j'avais entendu, je sais plus, espagnol, roumain, plein de pays. Et finalement, c'est rare que la personne tombe du premier coup sur le fait que voilà, j'ai partie de mon sang qui est indien, parce que ça se remarque pas. Et du coup, ouais, j'ai jamais été confronté à ça. Donc, c'est vrai qu'il y a ouais, une différence vraiment assez notable de traitement entre personnes qui ressemblent à tel ou tel, qui ont tel ou tel visage, quoi. Ouais, c'est vrai, enfin, c'est ça, c'est le rapport avec les gens, des fois c'est pas, des fois c'est particulier, quoi. Ouais, j'imagine. Justement, j'avais une question sur un peu l'évolution des mentalités du discours public sur cette thématique voilà, globale de l'identité culturelle. Est-ce que toi, au fur et à mesure des années, tu as, remarqué justement peut-être un discours un peu plus radical sur cette question-là dans les contenus que tu pouvais découvrir ou pas? Est-ce que tu as pu ressentir une évolution vis-à-vis de cette mentalité par rapport à cette question-là? Ouais, enfin, depuis des années, c'est un petit peu instrumentalisé par la droite et certains politiciens, quoi, enfin, l'identité, quoi. Enfin, c'est un sujet de division et de discrimination, quoi. Enfin, c'est comme la France, enfin, français, bien sûr. Enfin, moi, je pense que, enfin, ne- nationalité, enfin, qu'il y a des concepts différents, quoi. Nationalité, ethnie, pays, c'est pas c'est des choses différentes, quoi. C'est comme la France. La France, c'est des Bretons, des Corses, des Alsaciens, des Bourguignons, des Normands qui, enfin, qui font la France, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu effectivement ce discours qu'on entend dernièrement de la France, c'est une partie voilà, du champ politique qui dit la France, c'est des gens blancs, de souche, etc., ce genre de choses. Alors qu'en fait, finalement, si tu reviens sur l'histoire, bah, la France, elle a vécu énormément de changements à travers son histoire, à travers les siècles. Il y a toujours eu un brassage multiculturel voilà, de populations immigrées de partout dans le monde qui sont venues en France, qui sont reparties, qui se sont installées, etc. Il y a finalement de dire que
Enfin, moi, la réflexion que j'ai, c'est par exemple quand on dit les Français de souche, pour moi, la réflexion, c'est un peu en mode attends, Français de souche, ça sous-entendu que t'es apparu sur le sol français comme ça. C'est genre, t'as pop comme ça sur le sol français. Mais non, je suis sûr que même n'importe quel Français qui se revendique de souche, je suis sûr que tu reviens quelques décennies ou quelques siècles en arrière, et bah, ils ont un ancêtre qui vient de, je sais pas, l'autre bout du monde, et c'est toujours comme ça, et ça a toujours été comme ça dans l'histoire du monde, quoi. Donc, pour moi, c'est un non-sens de se revendiquer en tant que tel. Ouais, ouais, c'est même ça exclut quoi. Enfin, c'est, je sais pas, c'est après je pense, enfin, moi j'aime bien suivre l'actualité. Et par exemple, le Royaume-Uni, c'est aussi un pays multiculturel et il y a aussi, ça parle aussi de ce même sujet quoi. Enfin, mais aussi mais c'est vrai, mais en France aussi, c'est un peu historique quoi. Enfin, moi je connais un couple de profs bretons qui m'expliquait que, enfin, qu'au XXe siècle, euh, on interdisait en Bretagne, aux enfants à parler breton à l'école quoi. Enfin, je pense que la France, enfin, enfin, on a voulu enfin, unifier le pays et du coup on a un petit peu, enfin, aussi effacé le régionalisme. Oui, effectivement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ouais, ça rejoint la réflexion que j'avais sur le fait que, effectivement, il y a la France aussi, elle est définie en tant que telle comme justement un mélange de plein de peuples, d'ethnies, de gens qui viennent d'ici et d'ailleurs et qui ont fait la France telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire multiculturelle, qui est censée sur le papier être ouverte à toutes et à tous, et c'est comme ça qu'elle s'est construite, que ce soit métaphoriquement ou même littéralement. Les gens qui ont construit la France, bah, c'est des gens qui viennent de partout, et c'est ça, cette question à la fois de l'unité de la France en tant que telle, mais aussi un peu que chacun a sa façon d'être, sa façon de faire, cette tradition qui remonte à plus ou moins longtemps, mais c'est comme ça que la France doit être, et il faut trouver voilà, à la fois ce bon équilibre entre se sentir français, mais aussi se sentir breton, et pouvoir à la fois exprimer ces deux côtés sans forcément qu'il y en ait un qui soit obligé d'effacer l'autre, quoi. Ouais, et même l'identité, elle est multiple quoi. Enfin, moi, je sais pas, même si t'es normand, enfin, si tu viens de tel coin ou de tel coin, ça sera différent aussi alors que t'es normand, enfin, par exemple. Oui, effectivement, ouais. Moi, je sais que bah, comme je disais, j'ai un grand-père voilà, indien, mais j'ai aussi des grands-parents qui viennent du nord, de la Normandie et tout. Donc voilà, je suis assez, euh, je sais pas si je dirais fier, mais voilà, je prends acte, on va dire, du fait que bah, voilà, mes grands-parents viennent d'endroits différents à travers la France et même au-delà, du coup. Euh, que moi, bah, effectivement, je suis né, j'ai grandi à Nantes, j'ai vécu toute ma vie à Nantes, donc je me sens nantais, je me sens ligérien et tout. Par exemple, sur la question de, bon, ça fait un débat depuis longtemps, mais la question de est-ce que Nantes, ça appartient à la Bretagne ou pas, euh, moi, je suis en mode, je me sens pas breton. C'est-à-dire que peu importe si c'est vrai ou pas, peu importe si un jour ce sera officiellement à nouveau le cas que Nantes redevienne bretonne officiellement, bah voilà, moi je me sens pas breton, je me sens pas empreint de culture bretonne, je me sens nantais. Pour autant, je vais pas dénigrer les gens je suis sûr que voilà, il y a des Nantais qui ont l'avis contraire, eux se sentent bretons, et je vais pas être là à dénigrer, bah non, t'es né à Nantes, t'es pas breton, je vais pas, c'est pas le genre de discours que je tiens, je suis en mode, bah, je m'en fous, quoi, je veux dire, t'as le sentiment d'appartenance que tu as, si tu te sens breton et que tu le revendiques, bah tant mieux pour toi. Voilà, moi je me sens nantais, pour autant je vais pas le crier sur tous les toits, c'est pas forcément l'objectif. Je suis nantais, je me sens nantais, c'est comme ça. Puis voilà, il n'y a pas besoin que ce soit forcément un sujet de débat ou quoi. Là-dessus, c'est chacun a sa position, et on peut vivre tous ensemble avec chacun sa mentalité vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, et c'est ça quoi, l'histoire, c'est les gens, ils se déplacent quoi. C'est comme, moi j'ai un ami, enfin, j'ai un ami, enfin, parisien, et pour rigoler, il me disait souvent, Paris, c'est un petit peu la Mecque des provinciaux quoi, enfin, en France quoi. C'est Ouais,
je sais pas, ça m'a amusé, quoi. Mais dans un certain sens, c'est pas faux, quoi. Enfin, Hmm. et c'est de l'histoire, quoi. Enfin, où c'est centré à Paris, enfin, Oui. c'est centré sur Paris, quoi. Oui, oui, c'est vrai que l'histoire fait que. D'ailleurs, c'est assez marrant là-dessus, c'est qu'il y a quelques semaines, justement, je suis allé à Paris parce que j'y vais de temps en temps parce que j'ai une partie de ma famille qui vit là-bas. Et c'est vrai que c'était aussi assez impressionnant de voir la différence de, de, à la fois de mentalité et même dans la vie quotidienne. Je me rends compte que les gens que j'ai croisés à Paris, avec qui j'ai discuté et tout, bah, ils n'ont pas forcément la même façon d'être que des provinciaux, entre guillemets. Effectivement, je pense que bon, j'avoue, là, c'est un peu cliché de dire ça, j'admets. Mais c'est vrai que quand tu vis à Paris et que tu t'intègres, entre guillemets, à la vie parisienne, tu adoptes un peu le comportement de la ville, entre guillemets. En fait, je pense qu'il y a un peu ce truc aussi inconsciemment bah, quand tu vis dans un endroit entouré de certaines personnes, bah, tu prends l'habitude de fonctionner un peu comme eux pour t'intégrer et pouvoir vivre de la même façon. Après, voilà, c'est du cas par cas, évidemment. Je ne fais pas faire de généralité. Il y a chacun un peu sa façon d'être, mais en tout cas, moi, c'est un peu le ressenti que j'ai eu sur le coup, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si tu avais quelque chose un peu à rajouter sur tous ces trucs-là. C'est vrai que je l'avais pas prévu dans ma trame, mais c'était intéressant un peu de discuter de tous ces exemples-là. Je sais pas si tu en as d'autres en tête ou d'autres Oui, choses que oui, tu non, veux mais non, je partager. suis d'accord avec toi. Enfin, c'est vrai que, enfin, quand tu vas habiter quelque part ailleurs, forcément, au bout d'un certain temps, ça t'influence, je pense, quoi. Oui, bah oui, oui, c'est un petit peu comme ça, effectivement. Moi, je sais que pour revenir sur l'exemple de Paris, je me sentirais pas forcément à l'aise à vivre à Paris pour plein de critères différents. Le fait que bah, pour moi, Paris, c'est trop gros, entre guillemets, il se passe trop de choses et c'est très stimulant pour certaines personnes, mais pour moi, ça ferait trop, par exemple, je sais. Euh, donc après, voilà, c'est aussi une histoire de ressenti, tu, tu visualises un peu de dire la vie, là je reprends l'exemple de Paris, la vie parisienne, mais la vie dans telle ville ou dans tel type d'environnement, à quel point ça peut bah, changer tes habitudes, à quel point ça peut rentrer en contradiction avec comment toi tu te définis, comment tu aimes vivre les choses et tout. Donc ouais, c'est aussi un peu un aspect à prendre en compte un peu quand tu navigues d'un endroit à l'autre, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est J'avais une petite question aussi enfin, pour revenir un peu sur tout ce qu'on a discuté là juste avant. Euh, Si par exemple tu avais, je dis bêtises, demain tu as un entretien avec les dirigeants du pays, avec Emmanuel Macron par exemple, est-ce que tu as un message à lui faire passer vis-à-vis de la thématique de l'identité culturelle? Est-ce que tu voudrais lui transmettre quelque chose un message qui pourrait derrière être diffusé partout en France et même au-delà. vrai. J'aurais deux choses à lui dire. Euh, euh, la première, et je dis ça vraiment, c'est un sujet qui me touche, c'est que c'est de donner la nationalité française aux apatrides. Ok, Et, parce que finalement, ça remonte à des années, mais j'avais rencontré une dame kazakhstanaise, et du coup, enfin, mais elle était apatride, et du coup, j'avais parlé avec elle, et du coup, ça m'avait marqué, et je sais pas pourquoi, c'est un truc qui est resté dans mon esprit, et je me dis, franchement, être apatride, c'est, apa- c'est- enfin, c'est, c'est appartenir, enfin, un peu nulle part, quoi. c'est ça, quoi, t'es un peu exclu, quoi, enfin, c'est comme si, enfin, on disait que, enfin, t'appartenais à personne, à nulle part, quoi. Hmm. Ah, c'est vrai que ce serait intéressant effectivement d'avoir le témoignage d'une personne apatride pardon, sur un peu son ressenti vis-à-vis de cette situation-là. Ouais, je pense que c'est un peu. Pareil, je vais pas trop me prononcer, mais un peu, j'imagine, c'est un peu au cas par cas. Je pense que un peu chacun vit sa situation différemment de par son vécu ou d'autres. Mais c'est vrai que ça me fait penser je l'ai pas mis, on l'avait évoqué tout à l'heure sur la question de la nationalité, à quel point ça a une importance pour toi. Par exemple, je te pose la question, est-ce que tu as du coup la double nationalité ou seulement l'une des deux?
et quelle importance ça a pour toi d'avoir une ou plusieurs nationalités? Non, j'ai pas j'ai pas la nationalité française, j'ai connais la nationalité algérienne. Ok. Et, et d'ailleurs, c'est un sujet qui me questionne. Avoir la double nationalité, me faire naturaliser, c'est un sujet aussi, enfin, qui, C'est qui, ouais. qui me questionne, quoi. C'est une envie que tu as d'avoir la nationalité française ou c'est encore en réflexion ou... Oui, oui, c'est une envie, surtout là où c'est plus frustrant, c'est par rapport au vote. Enfin, j'ai Hmm. j'ai jamais pu voter, quoi. Bah oui, du coup, malheureusement, ça c'est oui, une grosse question, effectivement. Et juste, enfin, pardon, si tu peux enfin, revenir quand tu disais par rapport à Macron, aussi, enfin, et là, il fait encore de la politique encore une fois, ça serait par rapport à l'histoire, c'est mettre en avant, enfin, quand on apprend, enfin, par rapport à l'éducation nationale, mettre plus en avant euh, l'histoire des territoires, euh, euh, l'histoire du Maghreb, de l'Afrique, de l'Asie, enfin, par rapport aux colonies, mais aussi les Antilles, enfin, mettre plus en avant l'histoire des territoires français. Enfin, Oui, bah, je suis assez d'accord, effectivement. C'est vrai que j'ai l'impression que, en y réfléchissant, que l'histoire est très franco-centrée, en tout cas ce qu'on nous partage, ce qu'on nous apprend sur... voilà, on parle de, je dis des bêtises, de Napoléon, de Louis XIV et des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on parle un peu moins de bah, l'histoire de France au sens global, de l'influence que ça peut avoir sur les pays étrangers, les territoires extérieurs, la question de, pareil, sujet large de la colonisation, ce genre de sujet, effectivement, je pense que c'est peut-être pas suffisamment abordé, ouais, je suis d'accord. Euh, J'avais, oui, pardon, pour revenir sur la question de la nationalité, pareil, il y avait un peu dans ce que tu évoquais juste avant. Moi, ça me fait penser à un exemple. Il y a, je sais pas si tu l'as connu, il y a Jesse, ancien bénévole du VLIP, qui est passé d'ailleurs en retour d'XP il y a quelques temps. Un jour, on discutait justement de cette question-là. Et pareil, lui aussi m'avait dit qu'il n'avait pas la nationalité française, alors qu'il avait vécu quasiment toute sa vie en France, même si... Attends. Mince, je me souviens plus s'il m'avait dit qu'il était né en France ou pas. Et Jesse, si tu nous écoutes, faudrait que je te repose la question parce que j'avoue, j'ai un peu zappé. Mais ouais, bref, le fait qu'il avait vécu en tout cas la majeure partie de sa vie en France et le fait qu'il avait à 20 ans passé toujours pas la nationalité française, je crois que depuis il l'a obtenu, mais je suis pas sûr, je vais pas m'avancer. Faudrait que je leur pose la question. Mais effectivement, il y avait un peu ce choc en mode ouais, t'as vécu toute ta vie en France, t'es pleinement intégré dans le pays. Et malgré ça, t'as pas la nationalité, donc voilà, t'as pas accès, comme on disait, au droit de vote, ce genre de choses. Et ça m'avait un peu choqué de me dire, bah, il la mérite. Je veux dire, en tout cas, s'il a envie de l'avoir, il la mérite parce que il a, entre guillemets, fait ce qu'il faut. Il a ce sentiment d'appartenance, d'être français. Donc ça m'avait un peu sidéré le fait que, malgré toutes ces années, que les procédures, justement, pour avoir la nationalité française, dans certains cas, elle était vachement compliquée, vachement dure et tout. Je sais pas si c'est quelque chose que tu partages aussi, un peu ce sentiment-là. si après, c'est compliqué, hein, mais c'est pas un truc que j'ai envie de faire et qu'il faudra que je fasse un jour, quoi. Mais je sais pas Mm. si j'ai envie de me faire naturaliser ou si j'ai envie d'avoir la double nationalité, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est encore en réflexion, j'imagine. Ouais, mais c'est vrai que là où ça me frustre le plus, c'est par rapport au vote, quoi. Mm. Enfin, Ouais. j'ai toujours su pour qui j'ai voulu voter, mais du coup, j'ai jamais pu, quoi. Ouais, bah effectivement, je peux comprendre avec cette situation-là, surtout avec ce qui se passe en ce moment. On sent que le, le pouvoir du vote est assez important avec tout ce qui se passe en France et ailleurs en ce moment. Il y avait aussi, moi, je partage un peu ce côté frustrant dans, par exemple, le sens, là, dernièrement, il y avait les élections municipales. Bah, moi, j'habite à Orvaux, du coup, je vote pour la ville d'Orvaux.
Sauf qu'en fait, moi, mon quotidien, il se passe sur Nantes. C'est-à-dire que la plupart de mes projets, de mes activités, des associations ou autres avec lesquelles je travaille, bah, elles sont sur Nantes. Et du coup, finalement, c'est plus la politique de la ville de Nantes qui a un impact sur mon quotidien. Et du coup, il y avait cette frustration de me dire, bah, en fait, finalement, mon vote n'a que peu de pouvoir sur ce que je vis au quotidien parce que bah, je vote pas, entre guillemets, pour la bonne personne de ce point de vue-là. Donc, j'imagine que c'est encore plus frustrant pour quelqu'un qui peut voter, entre guillemets, nulle part. Même si je crois que, si je dis pas de bêtises, pour les municipales, tu as pu voter, non? Non, j'ai pas la nationalité française. Bah, je crois que pour les... Alors, pareil, je pense qu'il y a peut-être des démarches, mais si je dis pas de bêtises, tu peux... les étrangers peuvent voter au municipal. Alors, j'imagine qu'il y a quelques conditions à remplir, mais normalement, tu peux avoir une espèce de... Je sais pas comment ils appellent ça, une espèce de carte d'électeur spéciale aux étrangers uniquement pour les municipales, parce que justement, c'est quelque chose qui est local, qui impacte ta vie, et du coup, exceptionnellement, tu peux pour ça. Mais européen ou non européen? Ou tu sais pas? Ou, enfin, c'est un peu Ah, curiosité. bonne question. Faudrait se renseigner. J'avoue, j'ai pas toutes les infos là sur place. Je sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, ceux qui en savent plus, pardon, pourraient nous le partager dans les commentaires. Mais oui, effectivement, c'est peut-être que pour les Européens, je sais pas trop. Mais ouais, je peux comprendre effectivement cette frustration de dire ça fait des années que tu vis à un endroit et que tu n'as aucun pouvoir de changer les choses là où tu vis à cause de toutes ces choses-là, quoi. Ça. En plus, moi, j'ai un petit faible enfin, pour les municipales, quoi. Enfin, c'est parmi toutes les, enfin, il y a les il y a les régionales, enfin, les sénatoriales, les départementales, enfin, mais du coup, moi, c'est vraiment les municipales qui me captive le plus depuis que je suis petit, enfin, que je suis jeune, quoi. Ouais, effectivement, je pense que je l'avais ressenti justement ces dernières semaines pendant les campagnes et tout, mais le fait que ouais, les municipales, le fait que ce soit vraiment au niveau local, ça peut avoir un peu plus de, ça peut un peu plus toucher le ressenti des gens et le vécu des gens par rapport à, voilà, à la proximité qu'il peut y avoir entre un élu local et les habitants d'une ville, entre autres pour les municipales, quoi. Mais en tout cas, juste pour conclure, sur cette phrase, ça m'a interpellé ce que tu m'as dit que toi tu vivais à Arvaux, que je pense que, enfin, ça m'a interpellé, quoi. Enfin, je pense j'imagine il doit y avoir plusieurs personnes comme dans ton cas qui habitent dans les communes limitrophes de Nantes, mais qui vivent, étudient et ont leur vie à Nantes, quoi. Ouais, bah oui, oui, c'est vrai que sans forcément rentrer dans le détail, effectivement, par exemple, bah moi je suis pleinement impliqué dans la vie associative de la ville de Nantes depuis plusieurs années maintenant, et on sait que la vie associative dépend beaucoup des politiques de la ville, donc que la ville a beaucoup d'impact sur bah, littéralement la bonne l'existence des assos et tout, qu'une politique de ville qui change, ça peut littéralement conduire à la fin de certaines associations ou autres. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu ce petit stress ces derniers temps de me dire, bah, en fonction de la politique qui va être appliquée sur les... En plus là, exceptionnellement, le mandat, il va durer 7 ans parce que faut pas que ça coïncide avec les présidentielles de 2032, je crois. Bref. Mais du coup, pour dire que voilà, si ça avait été une politique différente qui avait été élue, ça se trouve, sur les 7 prochaines années, ça aurait été un enfer pour les associations et tout. Donc voilà, je suis plutôt quand même globalement satisfait du résultat et tout. Donc ouais, effectivement, cette question-là, assez importante. Bon, on a un petit peu dérivé du sujet, mais c'était intéressant de pouvoir aborder toutes ces questions-là, parce que ouais, finalement, comme on disait, l'identité culturelle, ça englobe beaucoup de choses et un peu dans ton quotidien et dans même des choses plus concrètes, comme la politique qu'on vient d'évoquer, quoi. Bah écoute, on va arriver petit à petit à la fin de l'émission. J'avoue que j'étais, contrairement à d'autres thèmes, j'ai pas forcément été particulièrement. J'avais pas mille et une questions non plus, mais je pense qu'on a quand même abordé pas mal de sujets. Euh, il me reste encore deux petits trucs à aborder. Déjà, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, du contenu ou des choses que tu as découvert, des créateurs de contenu, des livres, des médias ou autres, qui abordent toutes ces questions-là de l'identité culturelle et qui ont des discours qui, euh, qui te parlent et dont tu souhaiterais partager, par exemple? Bien sûr. J'ai découvert il y a quelques mois un média qui s'appelle Histoire Crépue. Ah Je oui, sais pas si ça te je dit me suis dit que tu quelque allais chose. en parler parce que moi aussi je l'ai découvert depuis quelques temps et ouais, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Ouais. Je sais pas si tu veux un peu développer un peu sur qui ils sont. Bien sûr. Euh, c'est un média.
qui met, enfin, c'est un média qui parle de l'histoire coloniale de la France sous un prisme différent et aussi euh, qui parle des territoires ultramarins. C'est vraiment enfin, un média particulier euh, j'ai- avec différentes thématiques. Je sais pas si j'ai bien présenté, mais Ouais, non, je suis d'accord, effectivement, un média effectivement qui parle beaucoup de questions de racisme et de colonialisme et qui ont, je trouve, une façon très, je sais pas comment dire, très ouverte de parler de ces sujets-là, des sujets qui effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure sur les cours d'histoire, sont pas forcément qu'on n'apprend pas suffisamment dans notre parcours, dans notre scolarité. Et justement, je trouve qu'il présente les choses de manière très compréhensible, en ayant un regard très ouvert sur la question et essaie d'un peu d'éveiller les consciences par rapport à toutes ces thématiques. Donc ouais, je te rejoins que je trouve qu'effectivement la façon dont ils font les choses, c'est très intéressant pour pouvoir aborder ces sujets-là. et aussi enfin une deuxième chose, moi j'aime beaucoup aller sur RFI. RFI c'est l'acronyme de Radio France Internationale Ok. et c'est chouette ouais, parce que vraiment enfin pas que l'Afrique mais enfin c'est vraiment enfin t'apprends plein de choses sur différents pays et tout. Franchement c'est vraiment je trouve que c'est vraiment chouette quoi. Ok. Est-ce que tu as des exemples je sais pas, de contenu, de vidéos de ces médias-là dont tu as envie je sais pas, que tu as consulté récemment et que tu aurais envie de partager si tu as des exemples? Euh, Là tout de suite il y a rien qui me vient à l'esprit Non, moi mais t'inquiète. Après, si jamais si dans les prochaines heures ou les prochains jours après l'enregistrement, tu as des idées, faudra pas hésiter à me les partager. Et si j'y pense, je mettrai des recommandations en commentaire pour aller. Je mettrai la chaîne d'Histoire Crépue, je pensais, de RFI, du coup, dans les commentaires pour inciter, enfin, les commentaires, la description pour inciter les gens à aller découvrir tout ça par eux-mêmes. Je sais pas si tu avais d'autres exemples de médias ou autres à nous partager. euh, non non, là, là, il y a rien qui me vient à l'esprit. Non, moi, t'inquiète, c'est déjà pas mal. Bah écoute, on va arriver à la fin. Est-ce qu'il y a un aspect de cette thématique de l'identité culturelle qu'on n'aurait pas abordé, que tu souhaiterais aborder, ou même un sujet qu'on a évoqué que tu souhaiterais un peu plus développer, ou je sais pas, est-ce que tu as une anecdote, une histoire à raconter sur la Et, thématique? bah, moi, il y a un truc qui m'avait touché, et je crois que ça existe encore. Euh, ça, ça se passait au Danemark, et c'était une bibliothèque humaine. Oui, je crois que je vois le concept. Je sais pas si tu veux peut-être un peu développer. Bien sûr. En fait, on remplace les livres par des gens, et en fait, c'est des gens qui se connaissent pas, qui se rencontrent et qui échangent et ça change et ça change de personne. Oui, oui, effectivement, j'étais tombé là-dessus. Je crois que c'est pas forcément quelque chose qui est très répandu en France et tout, mais ouais, j'étais tombé sur ce concept. Effectivement, je trouve que c'est vachement intéressant justement que tu puisses un peu découvrir l'histoire de certaines personnes directement en écoutant ce qu'elles ont à dire, en écoutant leur vécu, leur expérience, leur avis sur des sujets divers et variés, que ce soit de l'identité culturelle ou d'autres choses. Et je pense que ouais, tu as raison, je pense que ce sera un concept qui mériterait d'être un peu plus mis en avant en France et être proposé. Ça pourrait être intéressant, ouais, effectivement. Ça- Et juste pour conclure, enfin, moi je pense que l'identité et la question qui je suis, c'est quelque chose de vraiment de fondamental et je pense que pour tout un chacun, c'est un cheminement, une question qu'on se posera, enfin qu'on se pose au long de notre vie. Ouais, mais je suis assez d'accord. Moi, je sais que, comme je disais plus tôt, je me sens, c'est pas que je me sens pas concerné par la question, mais c'est vrai que, bah, comme je disais, le fait que j'ai grandi toute ma vie à Nantes, que j'ai vécu toute ma vie à Nantes, bah, c'est vrai que j'ai moins eu l'occasion de me poser la question parce que j'ai, entre guillemets, vécu de la même façon de- depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Mais après, je pense que, ouais, comme on disait, c'est un peu au cas par cas, de par le vécu, de par les expériences qu'on a pu traverser, bah, un peu chacun se sent
plus ou moins à l'aise à se poser ce genre de questions et à y réfléchir effectivement tout au long de sa vie, quoi. C'est ça. Ok, et bah écoute, c'est super. On arrive du coup à la fin de l'épisode tranquillement. Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin avant qu'on passe à la conclusion? Non, je voudrais te remercier de m'avoir invité et c'était chouette. Et bah c'est cool. En tout cas, je suis ravi de voir que que ça t'a plu. Bah sur ce, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce 15e épisode de Retour d'XP. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous continuerez d'apprécier les suivants. Merci encore à toi, Brahim, d'être venu. J'étais ravi de faire cet épisode en ta compagnie. Merci de m'avoir invité, Arthur. Et bah c'est super. Et quant à nous, chers auditrices, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode accompagné d'un ou d'une nouvelle invitée sur une nouvelle thématique. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente nuit, journée ou soirée, quelle que soit l'heure ou l'endroit d'où vous nous écoutez. Et on se dit à la prochaine. Ciao!